Le plus impitoyable patron de la mafia à Chicago a surpris sa colocataire allaitant son fils nouveau-né. Et ce qu'il a fait ensuite changerait non seulement sa vie, mais son empire de ténèbres pour toujours. À l'intérieur du manoir fortement gardé, le cri d'un bébé de 2 mois résonnait à travers les couloirs de marbre comme un cri désespéré déchirant le silence. Pendant des heures, personne n'est venu. La nounou engagée avait disparu dans la nuit. Le patron de la mafia s'était enfermé dans son bureau, entouré de cartes de guerre de territoire et de comptes d'argent sale, tandis que les cris de son fils s'affaiblissaient à chaque minute qui passait. En bas, une jeune femme fragile nommée Eliza Monroe frottait la même parcelle de sol en pierre froide encore et encore, ses yeux creux fixant le vide. Chaque son venant d'en haut lui serrait la poitrine jusqu'à ce qu'elle puisse à peine respirer. Cela faisait 6 semaines qu'elle avait perdu son fils nouveau-né, 6 semaines qu'elle l'avait vu prendre son dernier souffle dans ses bras, tandis que son mari violent la blâmait pour tout. 6 semaines qu'elle avait enterré un minuscule cercueil sans personne à ses côtés. Depuis cette nuit, chaque fois qu'un bébé pleurait, quelque chose en elle se brisait en 1000 morceaux. Et ce soir, ce cri l'appelait comme un fantôme qu'elle ne pouvait ignorer. Si cette histoire touche votre cœur, appuyez sur ce bouton. J'aime et partagez-la avec quelqu'un qui croit aux secondes chances. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne jamais manquer une autre histoire qui vous fera pleurer, espérer et croire à nouveau en l'amour. Maintenant, revenons à la nuit qui a tout changé pour Eliza Monroe. Eliza a essayé de se concentrer sur son travail. Elle a tordu le chiffon de nettoyage dans le seau, regardant la saleté se dissoudre dans l'eau trouble, mais ses mains n'arrêtaient pas de trembler. Les pleurs venant d'en haut lui martelaient l'esprit comme une perceuse implacable, broyant des souvenirs qu'elle avait essayé si fort d'enterrer. Elle s'est dit que ce n'était pas son affaire. Elle n'était là que pour laver les sols. Elle n'avait pas le droit de monter. Elle n'avait pas le droit de toucher quoi que ce soit qui appartienne au patron de la mafia, Matteo Ricci. Dans ce monde, les gens comme elle étaient des fantômes invisibles, n'existant que pour servir et disparaître quand ils n'étaient plus nécessaires. Un faux pas pouvait lui coûter son travail, ou pire, sa vie. Elle avait entendu les histoires sur Matteo Ricci. Ils disaient qu'il tuait sans cilier. Ils disaient qu'il enterrait ses ennemis sous des fondations en béton. Ils disaient que personne ne l'avait jamais trahi et n'avait vécu pour raconter l'histoire. Eliza ne savait pas à quel point c'était vrai, mais elle savait une chose avec certitude. Elle ne pouvait pas prendre le risque. Elle avait besoin de ce travail. Elle avait besoin de chaque petite pièce pour rembourser la dette hospitalière écrasante que Ryan avait laissée derrière lui avant de disparaître. Elle avait besoin de survivre, même si sa vie ne lui semblait plus rien signifier du tout. Mais ce cri, Dieu, ce cri, il ressemblait exactement à celui de son fils dans les dernières heures de sa courte vie. Faible, désespéré, suppliant d'être sauvé. Eliza a fermé les yeux, essayant de chasser l'image. Elle se souvenait des lèvres bleues de son enfant. Elle se souvenait de la chaleur qui tend sa peau dans ses bras. Elle se souvenait de Ryan criant à son oreille, la blâmant de ne pas avoir sauvé le bébé. Il disait qu'elle était inutile. Il disait qu'elle avait tué son fils. Puis il est parti, l'abandonnant à l'épave. Les larmes d'Eliza sont tombées sur le sol de pierre froide, se mêlant à l'eau sale. Elle se détestait de pouvoir encore pleurer. Elle se détestait de pouvoir encore ressentir de la douleur. Elle avait pensé que son cœur était mort avec son fils 6 semaines plus tôt, mais il battait toujours, souffrait toujours, se brisait toujours chaque fois qu'elle entendait un enfant pleurer. Puis soudain, le silence s'est abattu. Les pleurs ont cessé. Pas le genre de silence doux qui vient quand un bébé a été apaisé, mais une coupure abrupte, comme si quelqu'un avait écrasé le son au milieu d'un souffle. Eliza s'est figée. La serpillière a glissé de ses mains et a frappé la pierre avec un écho creux dans l'espace vide. Son cœur s'est serré. Elle connaissait ce silence. Elle l'avait déjà entendu une fois à l'hôpital quand les médecins ont cessé d'essayer de réanimer son fils. C'était le silence de la mort. Non, non, ce ne pouvait pas être.
Ses pieds ont bougé avant que son esprit ne puisse suivre. Elle a couru vers les escaliers, son cœur battant comme s'il était sur le point d'éclater de sa poitrine. Elle ne se souciait plus des règles. Elle ne se souciait plus du danger. Elle ne se souciait plus de ce que Matewa pourrait lui faire. Il n'y avait qu'une seule pensée dans son esprit. Elle ne pouvait pas laisser un autre enfant mourir. Pas devant elle. Pas quand elle pouvait faire quelque chose. Elle avait échoué son propre fils. Elle ne l'avait pas sauvé. Mais ce soir, peut-être que le destin lui donnait une seconde chance. Eliza a gravi l'escalier, laissant ses sandales déchirées au pied des escaliers, car elle la ralentissait. Ses pieds nus ont frappé les marches de marbre glacé, mais elle ne ressentait rien d'autre que la terreur engloutissant sa raison tout entière. Le couloir supérieur était dans l'obscurité, éclairé seulement par un faible clair de lune glissant à travers les fenêtres. Elle a couru vers la pièce d'où venaient les pleurs, où ce silence mortel attendait maintenant. Et alors que sa main se refermait autour de la poignée de porte, Eliza ne savait pas qu'elle entrait dans le moment qui allait changer sa vie pour toujours. La porte de la chambre d'enfant s'est ouverte en grinçant, avec un son qui a envoyé un frisson dans ses os. Une vague de puanteur a frappé Eliza en plein visage, la faisant avoir des hauts le cœur. C'était la pourriture aigre du lait gâté, la forte odeur de couches non changées et quelque chose de douceâtre qu'elle a reconnu instantanément. L'odeur de la maladie, l'odeur de la mort qui rôde à proximité. Eliza est entrée dans la pièce, ses yeux prenant quelques secondes pour s'ajuster à l'obscurité. Un faible clair de lune glissait à travers les rideaux fins, baignant le berceau blanc d'une pâle lueur comme la peau d'un cadavre. Elle s'est approchée, et ce qu'elle a vu lui a fait arrêter le cœur pendant un bref et terrifiant moment. Bébé Léo gisait immobile dans le berceau. Ses yeux étaient à moitié fermés, révélant une fine bande de blanc effrayant. Sa peau était rougie par une fièvre déchaînée. Pourtant, ses lèvres étaient pâles et gercées, avec des traces de sang séché s'y accrochant. Sa minuscule bouche pendait légèrement ouverte, luttant pour respirer. Chaque souffle était si superficiel et faible qu'Eliza a dû se pencher près juste pour l'entendre. Il n'avait plus la force de pleurer. Il s'éteignait. Eliza a tendu la main et a touché son front, puis a reculé comme si elle était brûlée. Sa peau était chaude comme des braises vives. La fièvre avait consumé son minuscule corps pendant des heures, sans que personne ne le remarque. Elle a regardé autour de la pièce et a vu un biberon posé sur le sol. Le lait à l'intérieur était devenu d'un jaune trouble et sentait aigre. Des mouches bourdonnaient autour de son ouverture. Elle ne pouvait pas le croire. Qui pouvait abandonner un nouveau-né comme ça? Qui pouvait laisser une vie si fragile endurer ce genre d'enfer seul? Eliza s'est retournée et a couru dans le couloir, criant de désespoir. Y a-t-il quelqu'un? S'il vous plaît, quelqu'un m'aide. Le bébé a besoin d'aide. Sa voix a résonné à travers le manoir silencieux, mais personne n'a répondu. Les murs froids ont englouti ses cris entiers. Elle s'est précipitée vers le bureau de Matteo et a frappé à la porte encore et encore, mais la pièce était complètement insonorisée. Elle a couru en bas pour chercher les gardes, seulement pour se souvenir qu'ils étaient postés au portail extérieur, à des centaines de mètres. Elle n'avait pas le temps. Bébé Léo n'avait pas le temps. Eliza a couru vers la chambre d'enfant, le souffle haletant, les larmes coulant sur son visage. Elle s'est tenue à côté du berceau, regardant l'enfant mourant. Et soudain, elle ne voyait plus Léo. Elle voyait son propre fils. Elle voyait ses minuscules yeux se fermer, sa peau devenir froide, sa respiration s'estomper seconde après seconde. Elle s'est vue 6 semaines plus tôt, impuissante alors que la vie fragile qu'elle avait mise au monde lui échappait pour toujours. Non, non, cela ne pouvait pas arriver. Pas encore. Cette fois, elle ne resterait pas là à regarder. Cette fois, elle ne laisserait pas la mort prendre un autre enfant juste devant elle. Eliza s'est penchée, doucement, glissant ses mains sous le petit corps brûlant de Léo et le soulevant. Il était si léger que cela la terrifiait, léger comme une feuille séchée,
comme une âme sur le point de s'en aller. Il n'a pas réagi quand elle l'a pris, n'a pas pleuré, n'a pas bougé. Il gisait juste mou dans ses bras comme une poupée de chiffon. Eliza l'a pressé contre sa poitrine, sentant la fièvre brûler son corps à travers ses vêtements fins. Elle s'est précipitée dans la salle de bain attenante, un bras le tenant fermement, l'autre ouvrant l'eau froide. Elle a trempé une débarbouillette et a commencé à essuyer son corps, essayant de faire baisser la chaleur mortelle. Son front, son cou, sa poitrine, ses bras et ses jambes. Bébé Léo a laissé échapper un faible gémissement, le premier son qu'il avait fait depuis qu'Eliza était entrée dans la pièce. Une lueur d'espoir a jailli en elle. Il était toujours en vie. Il se battait toujours. Elle a continué à le rafraîchir, ses lèvres murmurant des prières brisées sans s'arrêter. « S'il te plaît, vis. S'il te plaît, n'abandonne pas. Je ne te laisserai pas mourir. Je jure que je ne te laisserai pas mourir. » Mais après 10 minutes, la fièvre n'était pas tombée, et bébé Léo a commencé à s'agiter faiblement, ses lèvres gercées cherchant par instinct, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme si elle essayait de s'accrocher à quelque chose qui n'était pas là. Il avait faim, faim au point de mourir, et Eliza n'avait pas de lait à lui donner, ou plutôt, elle en avait, mais elle n'osait pas. Eliza a regardé le bébé dans ses bras, son cœur se fendant en deux. Sa poitrine lui faisait mal d'une plénitude douloureuse et serrée. Du lait arrivait toujours régulièrement depuis 6 semaines maintenant, même s'il n'y avait plus d'enfants à nourrir. C'était la torture la plus cruelle que le destin lui ait conçue. Chaque jour, elle devait exprimer ce lait à travers les larmes, regardant ce qui aurait dû nourrir son enfant s'écouler dans le drain comme des déchets. Elle avait supplié pour que le lait se tarisse. Elle avait souhaité que son corps cesse de produire ce liquide insignifiant, mais il continuait à venir, un rappel implacable qu'elle avait autrefois été une mère, et maintenant elle n'était rien du tout. Bébé Léo a gémi faiblement dans ses bras, sa bouche cherchant par instinct, ses lèvres gercées frottant contre le tissu de sa blouse et commençant à téter. Le cœur d'Eliza s'est serré. Elle savait qu'elle se trouvait à un point de non-retour. Si elle faisait cela, elle franchirait toutes les limites. Elle toucherait le fils du patron de la mafia, le plus impitoyable de Chicago d'une manière que personne n'était jamais autorisé à faire. Elle pourrait perdre son travail, et elle pourrait perdre sa vie. Mais si elle ne le faisait pas, ce bébé mourrait juste dans ses bras, et elle devrait vivre avec ce cauchemar pour le reste de sa vie. Des larmes coulaient sur le visage d'Eliza, tandis qu'elle regardait le minuscule visage rougi par la fièvre. Bébé Léo était innocent. Il n'était qu'un enfant de 2 mois, abandonné dans l'obscurité, affamé et malade, invisible pour quiconque, tout comme son fils. Son enfant avait aussi lutté seul dans ses dernières heures, tandis qu'elle se tenait impuissante, regardant les médecins essayer et échouer. Son bébé était mort sans jamais goûter une goutte du lait de sa mère. Parce qu'il était né trop tôt, parce que tout s'était passé trop vite, parce qu'elle n'avait pas eu le temps de faire quoi que ce soit du tout. Eliza a fermé les yeux, et dans l'obscurité derrière ses paupières, elle a vu son fils. Elle a vu les minuscules yeux qui ne s'étaient jamais ouverts pour regarder le monde. Elle a vu les lèvres qui n'avaient jamais touché le sein de sa mère. Elle a vu les petites mains qui ne s'étaient jamais enroulées autour de son doigt. Son fils était mort sans jamais savoir ce que cela faisait d'être tenu, d'être nourri, d'être aimé par sa mère. Et ce soir, un autre bébé était sur le point de subir le même sort. Non. Eliza a ouvert les yeux. La décision était prise. Elle ne le laisserait pas arriver. Quel qu'en soit le coup, elle sauverait cet enfant. Avec des mains tremblantes, Eliza a défait sa blouse. Elle s'est assise dans le fauteuil à bascule près de la fenêtre, où le clair de lune se déversait et formait un halo doux autour d'elle. Elle a rapproché bébé Léo et soulevé sa tête et l'a guidé vers son sein. Il a trouvé sa source de vie instantanément. Ses lèvres gercées se sont accrochées et il a commencé à téter. Faible au début, puis de plus en plus fort.
Eliza a ravalé un sanglot. Ce sentiment, elle avait rêvé de ce sentiment pendant 6 semaines. Le sentiment de donner la vie, le sentiment de nourrir une âme fragile, le sentiment d'être une mère. Ses larmes sont tombées sur le visage de bébé Léo, mais il s'en fichait. Il t'était seulement comme si c'était la seule chose qui restait au monde. Ses yeux sont restés fermés, mais ses minuscules mains ont commencé à bouger, s'agrippant à sa blouse comme s'il avait peur qu'elle disparaisse. Eliza l'a tenu plus près, baissant la tête pour embrasser les fines mèches de cheveux soyeux sur son cuir chevelu. « Mon enfant, je suis désolée, » a-t-elle murmuré, ne sachant pas si elle parlait à bébé Léo ou au fantôme de son propre fils. « Je n'ai pas pu te sauver. Je t'ai manqué. Mais je ne manquerai plus. Je te sauverai. Je jure que je te sauverai. » Le temps a passé en silence. Bébé Léo s'est nourri à satiété et a commencé à respirer plus régulièrement. Le rouge vif de la fièvre s'est lentement adouci, revenant au rose pâle d'un nouveau-né en bonne santé. Ses petits poings sont restés serrés dans la blouse d'Elisa. Ne voulant pas lâcher prise, elle a regardé son visage paisible. Et pour la première fois en 6 semaines, elle a souri, un sourire trempé de larmes, un sourire rempli de douleur et de réconfort tout de même. Elle l'avait sauvé, le lait qu'elle avait autrefois maudit, la substance qu'elle avait supplié son corps d'arrêter de produire, s'était avéré être le miracle qui a sauvé une vie fragile. Peut-être était-ce pour cela que son corps avait continué à produire du lait. Peut-être était-ce le but que le destin avait choisi pour elle. Peut-être que son fils au ciel lui avait envoyé ce bébé pour qu'elle puisse être mère une fois de plus, même si ce n'était que pour ce bref moment. Eliza est restée immobile dans le fauteuil à bascule, tenant bébé Léo alors qu'il dormait profondément dans ses bras. La pièce s'est enfoncée dans le silence. La tempête dehors la fenêtre s'était calmée, ne laissant que le doux clapotis de la pluie comme une berceuse. Elle a fermé les yeux, savourant ce rare moment de paix. Elle ne savait pas que dans le couloir au-delà, des pas lourds se rapprochaient. Elle ne savait pas que la porte de la chambre d'enfant était sur le point de s'ouvrir. Et elle ne savait pas que les yeux gris, acier froid du patron de la mafia étaient sur le point de témoigner d'une scène qui allait tout changer. La porte de la chambre d'enfant s'est ouverte brusquement avec un son aigu et discordant. Matteo se tenait dans l'embrasure de la porte, sa haute silhouette découpée contre le clair de lune comme un faucheur sortant des ombres. Ses yeux gris froids ont balayé la pièce et se sont figés lorsqu'ils ont atterri sur la scène devant lui. Une femme dont il ne se souvenait même pas était assise dans le fauteuil à bascule près de la fenêtre, sa blouse ouverte, son fils bercé contre son corps, ses lèvres toujours pressées contre son sein. Le clair de lune les baignait tous les deux comme une peinture sacrée, mais pour Matteo c'était une violation impardonnable. Eliza est sursautée, elle a levé la tête et a senti le sang dans ses veines se glacer lorsqu'elle a vu l'homme debout à la porte. Elle avait vu Matteo Ricci de loin quelquefois depuis qu'elle travaillait ici, mais jamais d'aussi près. Jamais avec ce regard. Ses yeux n'étaient pas humains. C'étaient les yeux d'un prédateur, froid, impitoyable et bouillonnant d'une fureur contenue. La cicatrice traversant son sourcil gauche servait d'avertissement de la violence dont cet homme était capable. Eliza a refermé sa blouse à la hâte, mais le mouvement a fait remuer bébé Léo et il a laissé échapper un léger gémissement. Elle n'osait pas le poser de peur de le réveiller. Pourtant, elle n'osait pas non plus le garder dans ses bras devant son père. Elle était piégée, tremblant comme un lapin sous les crocs d'un loup. « Qu'est-ce que vous croyez faire ici? » La voix de Matteo a traversé la pièce, basse et dure comme de l'acier. Il n'a pas crié. Il n'en avait pas besoin. Chaque mot tombait comme un coup de marteau, écrasant toute pensée de résistance. Eliza a essayé de parler, mais sa gorge était serrée. Elle a dégluti, sa voix tremblante tandis qu'elle forçait les mots à sortir. « Monsieur, je peux expliquer. » Expliquer. Matteo est entré dans la pièce, chaque pas résonnant comme un tambour de guerre dans le silence. Pensez-vous qu'il y ait une explication à ce que vous faites?
Vous avez touché mon fils. Vous avez nourri mon fils. Qui croyez-vous être pour oser faire ça? Eliza s'est recroquevillée sur la chaise, son instinct lui criant de courir, de supplier, de faire n'importe quoi pour échapper à la colère de cet homme. Mais une autre partie d'elle, la partie qui était morte avec son fils 6 semaines plus tôt, n'avait plus peur. Elle avait déjà tout perdu. Qui avait-il encore à perdre? Monsieur, le bébé était en train de mourir, a dit Eliza, sa voix toujours tremblante, mais son regard refusant de baisser. Quand je l'ai trouvé, sa fièvre était si forte que sa peau était rouge brûlante. Le biberon dans la pièce était gâté. Des mouches étaient partout. La nounou était partie. Personne ne savait où. J'ai crié à l'aide et personne n'a répondu. J'ai frappé à votre porte, mais personne ne m'a entendu. Matteo s'est arrêté net. Ses yeux ont scanné la pièce, voyant pour la première fois ce qu'Eliza avait décrit. Le biberon posé sur le sol, la puanteur aigre frappant son nez, des couches tannant pilées dans le coin. La chambre d'enfant qu'il avait dépensé des dizaines de milliers de dollars a décoré maintenant comme une porcherie. Il a senti sa colère se déplacer de la femme devant lui vers celui ou celle qui avait laissé cela arriver. Mais il ne pouvait pas laisser cette colère paraître, pas devant une servante. S'il était mort, je ne me le pardonnerais jamais. Eliza est continué, sa voix se brisant. J'ai perdu mon fils il y a 6 semaines. Je l'ai vu mourir dans mes bras et je n'ai rien pu faire. Je ne pouvais pas laisser cela arriver de nouveau. Je ne peux pas rester là et regarder un enfant mourir devant moi. Vous pouvez me tuer. Vous pouvez me faire tout ce que vous voulez, mais s'il vous plaît, regardez votre fils. Il est vivant, il respire, il est en sécurité. Matteo a regardé le soleil qu'il avait évité pendant 2 mois. Bébé Léo gisait tranquillement dans les bras d'Eliza, son visage paisible, sa respiration régulière, ses lèvres roses et pleines. La dernière fois que Matteo l'avait vu, le bébé avait pleuré faiblement de faim, inconsolable. Maintenant, il dormait comme si rien n'avait jamais été anormal. Quelque chose d'inconnu est monté dans la poitrine de Matteo. Il ne savait pas ce que c'était. Gratitude, soulagement ou honte d'avoir négligé son propre enfant si complètement qu'une servante ait été forcée de se sacrifier pour le sauver. Il s'est détourné, sa voix froide, mais plus aiguë. « Remettez mon fils dans son berceau et quittez la pièce. Je m'occuperai de ça le matin. » Eliza a soigneusement remis bébé Léo dans le berceau, ses mains tremblantes tandis qu'elle le lâchait. Il s'est agité, mais ne s'est pas réveillé, ses minuscules poings toujours serrés, comme s'il cherchait la chaleur qu'il avait perdue. Elle s'est levée, a baissé la tête et a dépassé Matteo vers la porte. Alors qu'elle l'atteignait, elle s'est arrêtée une brève seconde. Le bébé doit être vu par un médecin. La fièvre est tombée, mais il a encore besoin d'être surveillé. Puis elle a disparu dans l'obscurité du couloir, laissant Matteo seul dans la chambre d'enfant avec le fils qu'il avait eu trop peur d'affronter pendant bien trop longtemps. L'horloge du Grand Hall a sonné 3 heures alors que la porte latérale du manoir s'ouvrait en grinçant. Veronica Hayes s'est glissée à l'intérieur comme un chat errant. Ses talons hauts serrés dans sa main pour éviter de faire du bruit. L'odeur de champagne et de parfum cher s'accrochait encore à elle, se mêlant à la fumée de cigarette de la boîte de nuit. Ses cheveux blonds dorés pendaient lâches et emmêlés. Son maquillage était étalé après des heures de danse et de rire avec ses amis de la haute société. Elle avait passé une nuit merveilleuse, dépensant l'argent de son employeur sans que personne ne le sache. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. Elle avait à peine posé le pied sur la première marche quand la lumière s'est allumée aveuglément. Veronica s'est figée, son cœur semblant s'arrêter lorsqu'elle a vu Matteo Riachi assis dans un fauteuil au centre du hall, ses yeux gris froids fixés sur elle. À côté de lui se tenait Tony Marchetti, les bras croisés, son expression tout sauf amicale. « Monsieur Ricci ». Veronica a essayé de forcer son sourire le plus charmant, mais le tremblement dans sa voix a trahi la peur en elle. « Vous êtes encore réveillé? Où étiez-vous? »
Matteo a coupé court, sa voix glaciale. Véronica a dégluti, son esprit tourbillonnant alors qu'il cherchait l'excuse parfaite. Monsieur, le bébé dormait paisiblement, alors j'ai pris la chance de sortir acheter plus de lait maternisé. Le genre que le jeune maître utilise était épuisé et le magasin le plus proche ne l'avait pas, alors j'ai dû aller plus loin. Je suis désolé d'être resté si longtemps. Matteo n'a rien dit. Il a simplement fait signe à Tony et le garde du corps loyal s'est avancé et a jeté une pile de photographies aux pieds de Véronica. Elle a regardé et a senti le sang dans ses veines se glacer. Les photos la montraient dansant dans une boîte de nuit, buvant avec des amis, riant à côté d'un homme étrange. Chaque photographie portait une date et heure, prouvant qu'elle avait été là toute la nuit au lieu d'acheter du lait comme elle l'avait prétendu. Tony l'avait suivie dès le moment où elle était partie. Matteo s'est levé de sa chaise et a marché vers Véronica avec une lenteur terrifiante. « Pensez-vous que je suis assez stupide pour vous croire? » Véronica a reculé jusqu'à ce que sa colonne vertébrale heurte le mur. Elle savait qu'elle était acculée. Dans le monde de Matteo Ricci, mentir était un crime capital. Elle avait vu ce qui arrivait à ceux qui osaient le tromper. Elle ne voulait pas finir comme eux. Son esprit courait sauvagement, cherchant une issue. Puis elle s'est souvenue de ce qu'elle avait aperçu en se faufilant. La lumière dans la chambre d'enfant, quelqu'un bougeant à l'intérieur. Une idée vicieuse a pris forme. « Monsieur, je suis désolé. J'ai eu tort de partir ce soir. » Véronica est soudainement tombée à genoux, sa voix se transformant en un plaidoyer pathétique. « Mais savez-vous ce qui s'est passé pendant mon absence? Savez-vous qui est allé dans la chambre de votre fils? » Matteo a froncé les sourcils. Il savait déjà pour Elisa, mais il voulait voir ce que ce serpent allait dire. « Continuez, cette femme de ménage, Eliza ou quel que soit son nom. » Véronica a levé la tête, ses yeux scintillant de fausses larmes. « Je la soupçonne depuis longtemps. » Elle regarde le jeune maître avec un regard étrange. Monsieur Ricci, obsessionnel, dérangé, comme si elle voulait le voler. « Que dites-vous? » a demandé Matteo, sa voix stable, mais ses yeux s'assombrissant. « Vous ne saviez pas? » Véronica a insisté, son ton devenant de plus en plus dramatique à chaque seconde. « Cette fille a perdu son enfant il y a 6 semaines. Son mari l'a quittée. Elle a tout perdu. Une femme comme ça, qui perd son enfant et est poussée au plus bas de la société. Pensez-vous que son esprit est encore normal? Elle désire un bébé. Elle regarde le jeune maître comme s'il était son propre enfant. Je l'ai vu rôder près de la chambre d'enfant plusieurs fois, faisant semblant de nettoyer, mais en fait espionnant le bébé. » Véronica s'est levée et s'est rapprochée de Matteo, son inquiétude jouée à la perfection. « Je n'osais rien dire parce que j'avais peur que vous pensiez que j'inventais des choses, mais ce soir, quand je suis rentré, j'ai vu la lumière dans la chambre d'enfant. J'étais sur le point de vérifier quand vous êtes apparu. Monsieur Ricci, vous devez faire attention à cette fille. Elle a perdu son enfant. Elle est devenue folle. Qui sait ce qu'elle pourrait faire au jeune maître? » Matteo est resté silencieux, mais les mots de Véronica se sont infiltrés dans son esprit comme du poison. Il s'est souvenu des yeux d'Eliza quand elle regardait Léo, rempli de douleur, affamé, aimant à un degré effrayant. Il s'est souvenu de la façon dont elle tenait son fils, comme si l'enfant était le sien, comme si elle avait un droit. Dans le monde de Matteo, personne ne faisait rien sans but. Personne ne sacrifiait sans exiger quelque chose en retour. Eliza avait dit qu'elle avait sauvé son fils parce qu'elle ne pouvait pas regarder un enfant mourir. Mais si c'était un mensonge? Et si elle voulait vraiment prendre son fils? Et si elle était une menace qu'il n'avait pas encore reconnue? Véronica a vu l'étincelle de doute s'allumer dans les yeux de Matteo et a su qu'elle avait gagné. Elle a baissé la tête, cachant son sourire venimeux derrière un masque d'inquiétude. La nettoyeuse de Sauls paierait le prix à sa place, et Véronica continuerait son jeu sans personne pour l'arrêter. Matteo s'est resté immobile au milieu du grand hall, ses yeux gris froids fixant le vide. Les mots de Véronica résonnaient encore dans son esprit comme une sonnette d'alarme qui refusait de s'éteindre.
Il avait vécu assez longtemps dans le monde souterrain pour savoir que personne n'était gentil sans condition. Chaque action portait un motif. Chaque sacrifice exigeait un prix. Et la femme nommée Alisa avait franchi une ligne bien trop grande, bien trop intime, bien trop personnelle pour être expliquée par une simple gentillesse. Il s'est souvenu de la façon dont elle avait regardé Léo. Ce regard n'était pas celui d'une servante envers l'enfant de son employeur. C'était le regard d'une mère fixant le sien. Et cela lui donnait des frissons. Son fils n'était pas son fils était de son sang. Le seul héritage qu'Isabella avait laissé avant de disparaître pour toujours. Il ne pouvait permettre à personne de menacer la chose la plus précieuse qui restait dans sa vie, Tony. Matteo a parlé enfin, sa voix basse et froide comme de la pierre. Débarrassez-vous d'elle. Immédiatement, Tony a hésité une fraction de seconde, mais n'a pas osé le questionner. Après toutes ces années à travailler pour Matteo, il avait appris que lorsque son patron donnait un ordre, il n'y avait qu'une chose à faire. Oui, monsieur. Autre chose? Ne la laissez rien prendre avec elle. Ne la laissez pas dire un seul mot. Je ne veux plus voir son visage. Tony a hoché la tête et s'est détourné, laissant Matteo seul dans le hall obscurci. Veronica était toujours là, cachant son sourire triomphant derrière un masque d'inquiétude. Elle a baissé la tête et s'est glissée silencieusement dans les ombres, retournant à sa chambre pour savourer sa victoire. Au sous-sol, à l'intérieur de la minuscule pièce réservée au personnel, Eliza était plongée dans un sommeil épuisé. Elle n'avait pas dormi depuis 2 jours, travaillant sans arrêt pour gagner de l'argent supplémentaire afin de rembourser sa dette. Ce soir, après avoir sauvé bébé Léo, son corps s'était finalement effondré de pur épuisement. Elle rêvait de son fils. Dans le rêve, il était encore vivant, tétant dans ses bras, ses yeux grands ouverts et remplis d'une confiance absolue, tandis qu'il la regardait. Elle a souri, des larmes de bonheur coulant sur ses joues. Puis les coups à la porte ont brisé le rêve. Eliza a sursauté, la panique l'envahissant alors qu'elle luttait pour comprendre ce qui se passait. La porte s'est ouverte en grand et Tony est entré, son visage froid et illisible. « Faites vos affaires, vous êtes virés. Sortez d'ici dans 10 minutes. » Eliza s'est figée, son esprit encore embué de sommeil. Incapable de comprendre ce qu'elle entendait, elle a regardé Tony, cherchant une explication sur son visage, mais n'a trouvé que de l'indifférence. « Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai seulement sauvé le bébé. » « Il n'y a pas d'explication. Ce sont les ordres du patron. » Tony l'a interrompu, sa voix inchangeante. « Partez maintenant ou je devrais utiliser la force. » On aurait dit que quelqu'un avait frappé Eliza à la poitrine. Elle avait sauvé la vie de son fils. Elle avait risqué sa propre vie pour que bébé Léo ne meure pas seul et affamé. Et c'est ainsi qu'elle était récompensée, jetée dehors comme une criminelle, sans même avoir la chance de s'expliquer. « S'il vous plaît, laissez-moi voir Monsieur Ritchie, » a dit Eliza en se levant, sa voix se brisant de désespoir. « J'ai besoin de lui parler. J'ai besoin qu'il comprenne. » « Le patron ne veut pas vous voir. » Tony a attrapé Eliza par le bras et l'a traînée hors de la pièce. « Vous n'avez rien à faire. Allons-y. » Eliza a lutté, mais la prise de Tony était comme du fer. Elle a été tirée le long du couloir sombre, devant la pièce luxueuse qu'elle avait nettoyée jour après jour, devant la porte d'entrée qu'elle avait autrefois franchie avec l'espoir d'un emploi stable. Maintenant, elle était jetée dehors comme quelque chose sans valeur. Quand la porte s'est refermée derrière elle, Eliza est restée figée dans la nuit. La pluie a commencé à tomber, des gouttes glacées frappant son visage comme des gifles. Elle a regardé et a réalisé qu'elle n'avait même pas eu le temps de mettre ses chaussures. Ses pieds nus se tenaient sur la pierre gelée. Pas une seule pièce à son nom, pas une seule personne qu'elle pouvait appeler. Elle avait autrefois pensé que sa vie ne pouvait pas empirer. Elle s'était trompée. Le destin lui réservait encore bien plus de souffrances. Et cette nuit n'était que le début. La pluie s'est déversée comme une cascade,
transformant la nuit en un rideau d'eau noire qu'on ne pouvait pas traverser. Eliza a marché le long de la route, s'éloignant du domaine. Ses pieds nus frappant l'asphalte glacé, coupés et égratignés par le gravier coupant. Chaque pas déchirait sa chair, mais elle ne s'est pas arrêtée. Elle ne pouvait pas s'arrêter. Si elle s'arrêtait, elle s'effondrerait complètement. Ses vêtements étaient trempés en quelques secondes, s'accrochant à son corps mince comme une seconde peau. La pluie glaciale s'est infiltrée dans chaque fibre de son être, se mêlant aux larmes chaudes coulant sur son visage. Elle ne savait plus si elle pleurait ou si c'était juste la pluie. Peut-être que cela n'avait pas d'importance. Elle a traversé les massives grilles de fer du domaine Riachi, où les gardes l'ont regardée avec la même indifférence qu'ils accorderaient à un chien errant chassé de la cour de son propriétaire. Personne n'a demandé si elle allait bien. Personne ne lui a offert un parapluie ou une paire de chaussures. Dans ce monde, elle n'était rien de plus qu'un insignifiant grain de poussière, emportée sans que personne ne s'en soucie. Eliza a continué à marcher sous la pluie qui fouettait comme des fouets. Elle ne savait pas où elle allait. Sa chambre louée minable était à plus de 10 miles, et elle n'avait pas d'argent pour un taxi. Elle n'avait pas de téléphone parce qu'elle l'avait vendu pour payer des dettes d'hôpital. Elle n'avait personne à appeler même si elle en avait un. Tout ce qu'elle avait, c'était ses pieds nus et un cœur brisé en 1 million de morceaux. Des images de bébé Léo remplissaient son esprit, ses lèvres tétant dans ses bras, ses minuscules mains agrippant sa blouse, son visage paisible alors qu'il s'endormait. Elle l'avait sauvé. Elle avait risqué sa vie pour qu'il ne meure pas affamé et seul. Et qu'avait-elle obtenu en retour? Elle avait été jetée dans la rue comme une criminelle, jetée dans l'obscurité comme un déchet. Pourquoi? Eliza a crié sous la pluie, sa voix engloutie par le vent hurlant et le tonnerre grondant. Pourquoi la vie me traite-t-elle comme ça? Qu'ai-je fait de mal? Personne n'a répondu. Il n'y avait que la pluie, le vent et l'obscurité sans fin. Elle a continué, ses pieds commençant à saigner alors que le gravier coupait sa peau. Elle ne sentait plus la douleur parce que tout son corps était devenu engourdi. Des frissons incontrôlables la traversaient, des vagues de froid montant de sa colonne vertébrale. Elle s'est souvenue de la nuit où Ryan l'avait jetée dehors alors qu'elle était enceinte de 7 mois. La pluie avait été exactement comme ça. Le froid exactement comme ça. La solitude et le désespoir exactement comme ça. Cette nuit-là, elle avait glissé dans les escaliers et était tombée. Et le bébé en elle avait subi le premier choc qui a plus tard conduit à sa naissance prématurée. Ce soir, peut-être que le destin terminait ce qu'il avait commencé à l'époque. Le pied d'Eliza a glissé dans une flaque profonde. Elle a perdu l'équilibre et est tombée lourdement sur la route. Son genou a heurté la pierre, le sang se mêlant à la pluie. Elle a essayé de se relever, mais ses bras n'avaient plus de force. Elle est restée là, au milieu de la route vide, sous une tempête qui semblait vouloir déchirer le monde. Elle a regardé le ciel noir, la pluie frappant son visage comme des gifles. « Mon enfant » a-t-elle murmuré, sa voix si faible que le vent pouvait l'emporter. « Maman vient te chercher. S'il te plaît, atteins-moi. » Ses yeux se sont lentement fermés. Elle a senti sa conscience dériver, s'enfoncer dans une obscurité qui lui semblait plus douce et plus chaude que la pluie glaciale autour d'elle. Peut-être que mourir serait mieux. Peut-être que dans l'autre monde, elle reverrait son fils. Peut-être qu'il n'y aurait plus de douleur là-bas, plus de trahison, plus d'être traitée comme un déchet. Elle était prête à lâcher prise, puis des mains ont attrapé ses épaules. Mon Dieu, la fille! Une voix familière a retenti, remplie d'inquiétude et de panique. Eliza a forcé ses yeux à s'ouvrir et a vu le visage ridé de Martha, la vieille femme de ménage du domaine Raichi, penchée sur elle avec des yeux remplis de larmes. Martha portait un imperméable et tenait une lampe de poche. Son vieux camion garé au bord de la route avec ses phares toujours allumés. « Enfant, comment en est-on arrivé là? » Martha a soulevé Eliza et l'a aidée à monter dans le camion.
J'ai entendu que vous aviez été jeté dehors, alors je suis venu vous chercher. Mon Dieu, vos pieds saignent partout. Eliza voulait parler, mais ses lèvres étaient engourdies et ne bougeaient pas. Elle ne pouvait que pleurer, pleurer comme elle ne l'avait jamais fait auparavant, dans les bras de la vieille femme à qui elle avait à peine parlé. « Tout va bien, enfant. » Martha l'a tenue près d'elle, sa voix tremblante. « Vous avez sauvé le bébé. Vous êtes une bonne personne. Dieu ne vous abandonnera pas. » Martha a ramené Eliza dans sa chambre louée dans les bidonvilles du sud de Chicago. La pièce était plus petite qu'un placard dans le domaine Ritchie, ses murs tachés de moisissures qui s'étendaient et son plafond fuyant chaque fois qu'il pleuvait. La vieille femme a aidé Eliza à se changer en vêtements secs, la couverte de la seule mince couverture de la pièce, a laissé un peu d'argent et de nourriture sur la table, puis est partie après avoir promis de revenir la voir. Eliza gisait immobile sur le vieux lit grinçant, écoutant la pluie contre le toit en tôle comme des tambours de guerre sans fin. Son corps brûlait comme en feu, une forte fièvre faisant rage en elle après des heures trempées sous la pluie glaciale. Elle voulait de l'eau, mais n'avait pas la force de s'asseoir. Elle voulait de la nourriture, mais son estomac se serrait de douleur et rejetait tout. Tout ce qu'elle pouvait faire était de rester là, s'enfonçant dans le délire, la frontière entre réalité et cauchemar, s'estompant jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus les distinguer. Dans la fièvre, le passé est revenu en flèche comme une inondation. Eliza s'est vue debout dans le vieil appartement où elle avait vécu avec Ryan à travers 3 ans de mariage infernal. Elle a vu son visage, beau et charmant, quand ils se sont rencontrés pour la première fois, puis se tordant en monstre chaque fois qu'il buvait. Elle a vu son poing se lever et s'abattre encore et encore. La première fois qu'il l'a frappé, c'était 3 mois après le mariage. Il était ivre, irrationnellement jaloux, lui attrapant les cheveux et la giflant au sol. Le lendemain matin, il s'était agenouillé, pleurant et jurant qu'il ne le referait plus jamais. Elle l'a cru. Elle était assez naïve pour croire que l'amour pouvait changer un homme. Mais il y a eu une 2e fois, puis une 3e, puis d'innombrables fois dont elle ne se souvenait même plus. Il la battait quand la nourriture ne lui plaisait pas. Il la battait quand elle rentrait quelques minutes en retard. Il la battait quand elle regardait un autre homme, même par accident. Il la battait parce qu'il le voulait, parce qu'il le pouvait, parce qu'elle n'avait personne vers qui courir. Elle était orpheline depuis l'âge de 12 ans, élevée en foyer d'accueil sans famille, sans amis, sans personne de son côté. Ryan le savait. Il utilisait sa solitude pour la contrôler complètement. Eliza s'est agitée sur le lit alors que la fièvre s'aggravait, l'attirant plus profondément dans le délire. Elle s'est vue enceinte, son ventre lourd à 7 mois, le seul espoir là maintenant en vie. Elle pensait qu'un bébé changerait tout. Elle pensait que Ryan deviendrait un bon père. Elle pensait que sa petite famille serait heureuse. Elle s'était trompée. Cette nuit-là, Ryan est rentré ivre, criant pour de l'argent. Elle a dit qu'il n'y en avait pas. Il lui a donné un coup de pied directement dans le ventre. Un coup de pied d'un seul, mais c'était suffisant pour tout détruire. Elle est tombée dans les escaliers, dégringolant marche après marche, serrant son ventre de désespoir. Elle a été emmenée à l'hôpital. Les médecins ont essayé de sauver la grossesse, mais ont échoué. Son fils est né à 7 mois, minuscule et fragile, ses poumons pas complètement développés, son cœur battant faiblement comme un papillon mourant. Il a vécu 2 jours. 2 jours, c'est tout ce qu'elle a eu. 2 jours à le regarder à travers la vitre d'un incubateur. 2 jours à écouter les machines maintenir sa vie fragile. Puis les machines sont devenues silencieuses, et son enfant était parti pour toujours. Eliza a crié dans son délire, ses cris résonnant à travers la pièce vide où personne ne pouvait entendre. Elle a vu Ryan debout à côté du lit d'hôpital, son visage froid comme de la glace, sa bouche crachant du venin. « Tu as tué mon fils, tu es inutile, tu ne mérites pas d'être mère. »
Puis il a disparu, la laissant avec une dette hospitalière écrasante et un cœur qui était mort. Eliza a ouvert les yeux, trempés de sueur, les larmes se mêlant à l'eau dégoulinant du plafond sur son visage. Elle ne savait pas depuis combien de temps elle était là. 1 jour, 2 jours, elle s'en fichait. La nourriture que Martha avait laissée était restée intacte sur la table, commençant déjà à sentir. La bouteille d'eau était vide depuis longtemps. Elle avait faim, elle avait soif, elle avait tellement mal, elle les voulait mourir. Mais elle ne pouvait pas mourir. Le destin ne la laisserait pas partir si facilement. Il voulait qu'elle endure plus, qu'elle souffre plus, qu'elle soit essorée jusqu'au dernier degré. Sa poitrine lui lançait d'une plénitude douloureuse. Le lait arrivait toujours, même s'il n'y avait personne à nourrir. Elle devait l'exprimer elle-même, regardant le liquide blanc trouble se répandre sur le sol sale, gaspillé comme sa propre vie. Elle a pensé à bébé Léo, s'est demandé s'il allait bien, s'est demandé si quelqu'un le nourrissait, s'est demandé s'il se souvenait encore de sa chaleur. C'était sa dernière pensée avant qu'elle ne retombe dans l'obscurité une fois de plus. Tandis qu'Eliza gisait perdue dans un brouillard fiévreux dans sa misérable chambre louée, le domaine Raichi glissait dans son propre chaos. Bébé Léo a recommencé à pleurer dès le lendemain matin après qu'Eliza ait été jetée dehors. Ses cris ont résonné à travers le manoir, perçant chaque mur, s'infiltrant dans chaque pièce, impossible à faire taire. Veronica a essayé de le nourrir au biberon, mais il a détourné la tête, ses minuscules lèvres serrées dans un refus. Elle a changé pour une formule différente, et il ne l'a toujours pas prise. Elle a essayé de lui donner de l'eau, et il a pleuré encore plus fort. Il a pleuré jusqu'à ce que sa voix devienne. A pleuré jusqu'à ce que sa force s'épuise, puis est resté immobile, les yeux grands ouverts, fixant le plafond comme s'il cherchait quelque chose qui avait disparu. Matteo se tenait devant la porte de la chambre d'enfant, écoutant son fils pleurer, incapable d'entrer. Il s'était habitué à éviter cette pièce depuis la mort d'Isabella. Chaque fois qu'il regardait Léo, il voyait les yeux de sa femme le regarder depuis ce minuscule visage. La douleur était trop grande, il n'avait pas été assez courageux pour l'affronter. Mais maintenant, ce cri le déchirait d'une manière différente. Le 2e jour, Léo a cessé de pleurer, non pas parce qu'il s'était calmé, mais parce qu'il n'avait plus la force de pleurer. Il gisait immobile dans le berceau, sa peau pâle, ses lèvres gercées et sèches, ses yeux ternes et sans vie. Il refusait tout ce qu'on lui mettait dans la bouche, même l'eau sucrée. Son petit corps a commencé à se déshydrater gravement. Veronica a paniqué et a appelé le Dr. Harrison Webb pour l'examiner. Le médecin âgé aux cheveux blancs comme neige qui avait servi la famille Ritchie pendant 20 ans. Il a examiné Léo en silence, son expression devenant plus lourde à chaque minute qui passait. Quand il est sorti de la chambre d'enfant, Matteo attendait déjà dans le couloir, les yeux gris du patron de la mafia révélant pour la première fois une anxiété qu'il ne pouvait cacher. « Comment va mon fils ?» a demandé Matteo, sa voix après 2 nuits sans sommeil. Le Dr. Harrison a soupiré et a secoué la tête lentement. « Je ne comprends pas, Monsieur Ritchie. Physiquement, il n'y a rien de grave. Pas d'infection, pas de maladie sous-jacente, mais il refuse toute nourriture et boisson. Il s'affame. » « Pourquoi? » Matteo a demandé d'urgence. « Pourquoi mon fils ferait-il ça? » Le Dr. Harrison est resté silencieux un instant avant de répondre. Parfois, les nourrissons forment un attachement très fort à un soignant spécifique. Lorsque cette personne disparaît soudainement, l'enfant peut tomber dans un stress extrême et refuser tout des autres. « Comment appelez-vous cela? » a demandé Matteo. « Réponse de perte infantile, » a dit le médecin, regardant droit dans les yeux de Matteo. « J'ai entendu dire qu'il y avait une femme qui s'est occupée de lui la nuit précédente. Où est-elle maintenant? » Matteo n'a pas répondu. Sa mâchoire s'est serrée. Ses mains se sont crispées en poing à ses côtés. Il a pensé à Eliza, s'est souvenu de la façon dont elle tenait son fils, s'est souvenu du regard paisible sur le visage de Léo dans ses bras. Il l'avait jeté dehors. Il avait cru les mots d'un serpent venimeux
et avait chassé la seule personne qui avait apporté la paix à son fils. « Monsieur, je serai direct, le docteur Harrison a continué, son ton grave. Si cela continue encore quelques jours, le bébé deviendra gravement déshydraté. Nous pouvons utiliser des fluides intraveineux pour le maintenir, mais ce n'est qu'une solution temporaire. Il a besoin d'être nourri correctement. Il a besoin de la personne en qui il a confiance. Si nous ne pouvons pas trouver cette personne, je ne peux rien garantir. » Matteo a eu l'impression que quelqu'un l'avait frappé en plein dans la poitrine. Il est entré dans la chambre d'enfant et a regardé le berceau où gisait son fils. Léo était si petit qu'il semblait pouvoir s'éteindre à tout moment. Sa peau si translucide que les minuscules veines bleues en dessous étaient invisibles. Ses yeux étaient à moitié fermés, sa respiration faible, ses petits poings serrés, comme s'il s'accrochait désespérément à quelque chose qui n'était plus là. Matteo s'est agenouillé à côté du berceau et pour la première fois de sa vie, le patron de la mafia s'est senti totalement impuissant. Il pouvait tuer des ennemis sans ciller. Il pouvait diriger tout un monde souterrain par la cruauté et le calcul. Mais il ne pouvait pas sauver son fils. Il ne pouvait pas le forcer à manger. Il ne pouvait pas le faire arrêter de chercher les bras qui l'avaient tenu cette nuit-là. « Mon fils, je suis désolé, » a murmuré Matteo, sa voix tremblante. « Je vais tout arranger, je le promets. » Tony Marchetti n'avait jamais fait confiance à Veronica Hayes. Dès le premier jour où elle était entrée dans le domaine Ritchie, avec ses yeux bleus et son sourire séducteur, il avait senti que quelque chose n'allait pas. Les instincts d'un homme qui avait survécu dans le monde souterrain pendant plus de 10 ans l'avaient averti que cette femme était bien plus dangereuse que ne le suggérait sa belle apparence. Alors, après la nuit où Eliza a été jetée dehors, Tony a discrètement commencé à surveiller Veronica. Il voulait savoir pourquoi elle avait été si désireuse de piéger une femme de ménage innocente. Il voulait savoir ce qu'elle cachait. Et la troisième nuit, alors que bébé Léo s'affaiblissait dans son berceau, Tony a finalement trouvé sa réponse. Il se tenait devant la porte de Veronica, l'oreille collée à la fine fente, écoutant pendant qu'elle parlait au téléphone avec quelqu'un. Sa voix n'était rien comme le ton doux et pitoyable qu'elle utilisait autour de Matteo. C'était froid et calculateur comme un serpent venimeux. « Tout se passe exactement comme prévu », a dit Veronica, sa voix épaisse de satisfaction. La petite femme de ménage a été mise à la porte. La nouvelle nounou qu'ils ont embauchée ne peut rien faire. Le bébé est gravement malade et Matteo Raggi est complètement distrait. C'est le moment parfait pour frapper. Tony a retenu son souffle, son cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. Il a entendu la voix d'un homme à l'autre bout dire quelque chose. Puis Veronica a laissé échapper un léger rire. « Bien sûr, Monsieur Benedetti, je vous enverrai le plan de sécurité du domaine ce soir. Les horaires des gardes, les codes du portail principal, les emplacements de la chambre de Matteo et de la chambre du bébé. J'ai tout. Vous n'avez qu'à faire entrer vos hommes après la mort de Matteo. Vous tiendrez votre promesse, n'est-ce pas? 5 millions de dollars dans une villa à Miami. » Tony en avait assez entendu. Il s'est glissé en arrière silencieusement, ses pas légers comme ceux d'un chat, puis s'est précipité directement au bureau de Matteo. Il n'a pas frappé, poussant la porte et surprenant le patron de la mafia, qui était assis à côté du lit de son fils. « Patron, nous avons un grave problème, » a dit Tony, son souffle rapide. « Veronica Hayes est une espionne pour Carlo Benedetti. Elle lui vend des informations. » Matteo a bondi sur ses pieds, ses yeux gris s'assombrissant d'une vague de fureur. « Qu'avez-vous dit? » Tony a raconté tout ce qu'il avait entendu, mot pour mot, sans rien omettre. Au moment où il a terminé, le visage de Matteo était devenu un masque de mort. Il n'a pas crié ni hurlé. Il est resté là dans un silence terrifiant, ses mains serrées en poings aux jointures blanches. « Quand est-elle venue ici? » a demandé Matteo, sa voix basse et froide comme un tombeau. « Il y a 3 mois, monsieur, » a répondu Tony, « juste après le décès de madame. » Matteo a fermé les yeux. Tout a commencé à se mettre en place,
Benedetti avait placé Veronica dans sa maison dès le début, exploitant le moment où il était en deuil et le moins vigilant. Elle avait passé 3 mois à recueillir des informations, attendant le bon moment pour que Benedetti frappe. Et cette nuit-là, elle avait délibérément négligé bébé Léo pour créer le chaos. Elle avait piégé Elisa pour chasser la seule personne qui pouvait sauver son fils. Tout cela avait été un plan soigneusement calculé. Qu'en est-il de la femme de ménage? Matteo a ouvert les yeux et a regardé Tony. Qu'est-ce qu'elle a dit sur Eliza? Tony a hésité une seconde avant de répondre. J'ai de nouveau enquêté. Monsieur, Eliza Monroe n'a aucun lien avec Benedetti ou toute autre gang. C'est juste une femme ordinaire qui a perdu son enfant il y a 6 semaines. Son ex-mari était un agresseur qui a disparu. Elle travaillait ici pour payer des dettes d'hôpital. Cette nuit-là, elle a sauvé la vie du jeune maître et nous l'avons jetée dehors comme une criminelle. Matteo a eu l'impression que de l'acide avait été versé dans sa poitrine. Il s'était trompé. Il avait cru un traître et avait chassé la sauveuse de son fils dans la rue au milieu d'une tempête. Il était le patron de la mafia le plus impitoyable de Chicago. Pourtant, il avait été dupé par un serpent venimeux comme un imbécile. « Emmenez Veronica au sous-sol », a ordonné Matteo, sa voix complètement dépourvue d'émotion. « Je veux savoir tout ce qu'elle a dit à Benedetti. Après cela, trouvez Eliza Monroe. Trouvez-la quoi qu'il arrive et ramenez-la ici. » Tony a hoché la tête et a disparu dans l'obscurité du couloir. Matteo est resté seul dans la pièce, regardant son fils gisant faiblement dans le berceau. Il avait fait la plus grande erreur de sa vie. Et maintenant, il devait la réparer avant qu'il ne soit trop tard. La chambre souterraine sous le domaine Raichi était un endroit qui faisait trembler même les criminels les plus endurcis. La pièce était construite en béton armé, complètement insonorisée, de sorte qu'aucun cri ne pouvait s'échapper. C'est là que Matteo traitait les traîtres, ceux qui osaient défier son autorité. Et ce soir, Veronica Hayes était agenouillée sur le sol froid en béton, ses mains liées fermement derrière son dos, ses cheveux blonds dorés collés de sang de la blessure sur sa tête quand Tony l'avait traînée ici. Matteo est entré dans la chambre, ses chaussures en cuir frappant le sol avec des pas réguliers comme un tambour funèbre. Il s'est arrêté devant Veronica et l'a regardée, son regard plus froid que les murs de béton qui les entouraient. Veronica s'éclaircit la gorge, a levé la tête, essayant de forcer le sourire séducteur qu'elle portait toujours, mais il s'est effondré misérablement. Toute l'arrogance avait disparu de son visage, remplacée par une terreur absolue. « Monsieur Ricci, s'il vous plaît, laissez-moi expliquer. » Elle a balbutié, sa voix tremblante. « J'ai été forcé. Benedetti a menacé de tuer ma famille si je ne coopérais pas. Je n'avais pas d'autre choix. » Matteo n'a rien dit. Il a fait signe à Tony et le garde du corps loyal s'est avancé, une paire de pinces en fer à la main. Veronica a vu l'outil et a commencé à crier. « Non, s'il vous plaît, ne le faites pas. Je confesserai tout. Je vous dirai tout. S'il vous plaît, ne me faites pas de mal. » Matteo est resté silencieux et a hoché la tête pour que Tony continue. Le son du métal se serrant sur le doigt de Veronica a retenti, suivi d'un cri perçant. 1, 2, 3. Après 15 minutes, Veronica avait tout avoué. Elle n'avait pas été forcée du tout. Elle avait contacté Carlo Benedetti de son propre gré 6 mois plus tôt, offrant d'agir comme espionne en échange de 5 millions de dollars et d'une vie de luxe. Elle avait été placée dans le domaine Ricci sous le couvert d'une nounou, exploitant le moment juste après la mort d'Isabella, quand Matteo était noyé dans le chagrin et le moins vigilant. Sa mission était de recueillir des informations sur le système de sécurité, les mouvements de Matteo, et d'attendre le bon moment pour que Benedetti frappe. Cette nuit-là, elle a délibérément négligé bébé Léo pour créer le chaos à l'intérieur du domaine. Elle ne s'était pas attendue à ce qu'Eliza apparaisse et sauve le bébé. Quand elle a réalisé ce qui s'était passé, elle a immédiatement élaboré un plan pour piéger Eliza.
à la fois pour couvrir sa propre négligence et pour éliminer une variable inattendue qui pourrait tout gâcher. Tout ce qu'elle avait dit sur Eliza était un mensonge. Cette femme de ménage n'a jamais eu aucune intention envers le jeune maître. Veronica a sangloté, le sang de ses doigts écrasés dégoulinant sur le sol en béton. Elle voulait seulement sauver le bébé. Mais j'avais peur que vous découvriez que j'avais négligé mes devoirs, Monsieur Raichi. Alors, j'ai mis toute la faute sur elle. J'ai menti. Tout était un mensonge. Matteo a senti la fureur brûler dans sa poitrine, mais il l'a contenue. Il a tourné le dos et est sorti de la chambre, laissant Veronica à Tony. Il n'avait pas besoin de savoir comment ça se terminerait pour elle. Les traîtres ne méritaient pas son inquiétude. Tandis que Matteo montait les escaliers, il a vu Martha debout au bout du couloir, l'attendant. La vieille femme de ménage, aux cheveux blancs comme neige et aux yeux gentils, avait servi la famille Ricci avant même la naissance de Matteo. C'était la seule personne dans le domaine qui osait lui parler honnêtement, sans crainte de conséquences. « Monsieur, j'ai besoin de vous dire quelque chose », a dit Martha, sa voix tremblante d'inquiétude, bien que son regard reste stable. Matteo s'est arrêté et l'a regardé avec lassitude. « Continuez. C'est à propos de la fille, Eliza. » Martha s'est approchée, baissant la voix comme si elle craignait que quelqu'un n'entende. « La nuit où vous l'avez jetée dehors, je suis sorti la chercher. Je l'ai trouvée inconsciente au milieu de la route, pieds nus et saignants, trempée jusqu'aux os. Je l'ai ramenée dans sa chambre louée dans les bidonvilles du Sud. » Matteo a eu l'impression qu'un couteau avait été enfoncé directement dans sa poitrine. Elle vit dans les bidonvilles. Martha a hoché la tête, des larmes commençant à couler sur ses joues ridées. Sa chambre n'est même pas digne d'un chien. Monsieur, des murs moisis, un plafond qui fuit, des rottes partout. Elle travaillait ici pour payer des dettes d'hôpital après la mort de son enfant. Son mari l'a battue pendant 3 ans puis a disparu, la laissant avec des dettes et un cœur brisé. Martha a fait une pause, prenant une profonde inspiration avant de continuer. Elle a perdu son fils nouveau-né juste 6 semaines avant de venir ici, monsieur. Le bébé n'a vécu que 2 jours après être né prématurément parce que son propre père a donné un coup de pied à sa mère dans le ventre. Elle a enterré son enfant seule sans personne à ses côtés. Et quand elle a entendu le jeune maître pleurer cette nuit-là, elle a couru à l'étage pour le sauver. Même si elle savait qu'elle pouvait perdre sa vie, elle n'avait aucun motif caché, monsieur. Elle était juste une mère qui avait perdu son enfant et ne pouvait supporter de regarder un autre bébé mourir devant elle. Matteo est resté figé comme de la pierre, chacun des mots de Martha frappant sa conscience comme un marteau. Il avait jeté une femme comme ça dans la rue au milieu d'une violente tempête. Il avait traité la sauveuse de son fils comme une criminelle. Il était un monstre. « Comment va-t-elle maintenant ?» a demandé Matteo, sa voix. Martha a secoué la tête, les larmes coulant plus librement. « Je ne sais pas, monsieur. Je voulais retourner la voir, mais le travail ici est devenu accablant. J'ai peur. Elle avait une forte fièvre quand je l'ai laissée. Elle était si faible. J'ai peur qu'elle ne survive pas. » Matteo n'a pas attendu 1 seconde de plus. Il a convoqué tous ses hommes et a donné des ordres d'une voix qui n'admettait aucune discussion. Trouvez Eliza Monroe, mobilisez tout le monde. Fouillez chaque ruelle, chaque chambre louée dans les bidonvilles du sud de Chicago. Trouvez-la quoi qu'il arrive et rapportez-moi immédiatement. Ses subordonnés ont échangé des regards stupéfaits. Ils n'avaient jamais vu leur patron se soucier d'une servante comme ça, mais personne n'a osé poser de questions. Dans le monde de Matteo Ricci, les ordres étaient absolus. Ils se sont dispersés aussitôt. Des dizaines de voitures noires déchirant la nuit comme une meute de loups chasseurs. Tony s'est approché de Matteo, sa voix prudente. « Monsieur, vous devriez rester et vous occuper du jeune maître. Laissez-nous nous en occuper. » Matteo a secoué la tête, ses yeux fixés sur un point lointain, comme s'il voyait quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. « Non, je dois y aller, je dois la trouver moi-même. » Tony a voulu en dire plus, mais s'est arrêté quand il a vu l'expression sur le visage de son patron.
Ce n'était pas l'expression d'un patron de la mafia donnant des ordres. C'était le visage d'un homme torturé par la culpabilité, essayant désespérément de se racheter avant qu'il ne soit trop tard. Ils sont montés dans la voiture et ont plongé dans l'obscurité. Matteo s'est assis sur la banquette arrière, reposant la tête d'Eliza sur sa cuisse, un bras la maintenant stable, tandis que la voiture traversait la nuit. C'était la première fois que Matteo tenait d'une femme comme ça depuis la mort d'Isabella. Il a regardé le visage cendré d'Elisa et a remarqué des cicatrices qu'il n'avait jamais vues auparavant. Une faible marque sur son poignet, la trace de brûlure de corde, une vieille acquimose devenue jaune à sa tempe, des fissures sur ses lèvres sèches dues à des jours sans nourriture ni eau. Combien de douleurs avait-elle enduré avant même de poser le pied dans son domaine? Combien d'enfers avait-elle survécu dont il n'avait jamais eu connaissance? Et il avait ajouté à sa souffrance en la jetant dans la rue comme un chien errant. « Eliza, tu m'entends? » Matteo a murmuré, sa voix comme si quelqu'un lui écrasait la gorge. « Tu dois vivre. Tu m'entends? Tu n'as pas le droit de mourir. Je ne te laisserai pas mourir. » Eliza n'a pas répondu. Elle dérivait dans le délire, sa respiration faible comme une bougie dans le vent, prête à s'éteindre à tout moment. Matteo l'a serrée plus fort, comme si ses bras seuls pouvaient l'ancrer à ce monde, mais il savait qu'il ne le pouvait pas. Il pouvait tuer des dizaines d'ennemis. Il pouvait commander tout un empire criminel, mais il ne pouvait pas ordonner à la mort de s'arrêter. La voiture a filé vers le domaine à une vitesse imprudente. Tony conduisant comme un homme possédé à travers les rues vides de Chicago à minuit. Quand ils sont arrivés, le Dr. Harrison attendait déjà à l'entrée principale avec une équipe médicale et du matériel d'urgence. Matteo a transporté Eliza hors de la voiture et directement à l'intérieur, sans s'arrêter pour expliquer quoi que ce soit. Emmenez-la au salon. Le Dr. Harrison a instruit son équipe. Préparez immédiatement des fluides intraveineux et des médicaments pour réduire la fièvre. Ils ont étendu Eliza sur le long canapé et le médecin a commencé un examen rapide. Il a vérifié son pouls, mesuré sa tension artérielle, éclairé ses yeux. Son expression est devenue plus grave à chaque seconde qui passait. Matteo se tenait à côté d'eux, ses mains serrées en poing, ses yeux ne quittant Eliza un seul instant. « Comment va-t-elle » a-t-il demandé, sa voix tendue comme un fil sur le point de se rompre. « Son état est très grave, Monsieur Ritchie » a répondu le Dr. Harrison alors qu'il injectait des médicaments dans la veine d'Eliza. Forte fièvre prolongée, déshydratation sévère, malnutrition aiguë. Elle n'a pas mangé ni bu correctement pendant des jours. Son corps est à sa limite absolue. « Survivra-t-elle » a demandé Matteo. Et pour la première fois de sa vie, une vraie peur s'est glissée dans sa voix. « Je ferai tout ce que je peux » a dit le Dr. Harrison, rencontrant son regard. « Mais elle est extrêmement faible. Les prochaines heures décideront de tout. Tout ce que nous pouvons faire maintenant est d'attendre et de prier. » Matteo n'était pas un homme qui croyait en Dieu. Il avait vécu trop longtemps dans les ténèbres, ses mains tachées de trop de sang pour imaginer quelqu'un d'en haut veillant sur lui. Mais ce soir, il s'est retrouvé à prier. Il s'est assis sur la chaise à côté d'Eliza, la regardant allongée là avec la ligne intraveineuse dans son bras, un masque à oxygène couvrant son nez et sa bouche, le moniteur cardiaque bipant régulièrement. Il s'est souvenu de la nuit où Isabella est morte, comment il s'était assis comme ça, regardant sa femme s'éteindre alors qu'il ne pouvait rien faire. Il ne pouvait pas laisser cela se reproduire. Il ne pouvait pas perdre une autre femme à cause de ses propres erreurs. « Eliza, je suis désolé » a murmuré Matteo, sa main se refermant autour de ses doigts glacés. « Je t'ai traité cruellement. J'ai cru un traître et je t'ai jeté comme un déchet. Je ne mérite pas ton pardon, mais s'il te plaît, Vis, s'il te plaît, donne-moi une chance de réparer mes torts. S'il te plaît, ouvre tes yeux. » Eliza est restée immobile sans aucune réponse. Mais sur le moniteur, son rythme cardiaque a commencé à se stabiliser comme si quelque part loin, elle pouvait l'entendre la rappeler. 2 jours ont passé,
comme 2 siècles. Matteo n'a pas quitté la chambre d'Eliza un seul instant. Il est resté assis sur la chaise à côté de son lit pendant 48 heures continues, sans dormir, sans manger, ne faisant rien d'autre que de la regarder respirer et priant pour qu'elle se réveille. À quelques portes de là, dans la chambre d'enfant, le reste de l'équipe médicale travaillait sans relâche pour empêcher bébé Léo de s'éteindre. Puisque le nourrisson refusait toujours de prendre un biberon, le docteur Harrison le maintenait sous perfusion continue de fluides intraveineux pour lui apporter hydratation et nutriments essentiels. Désespéré de stabiliser son fragile système jusqu'à ce que la seule femme en qui il avait confiance puisse lui revenir, le docteur Harrison venait l'examiner toutes les quelques heures, rapportant que la fièvre était tombée et que la déshydratation était sous contrôle, mais qu'elle n'avait toujours pas repris connaissance. Le vieux médecin a dit que son corps avait besoin de temps pour se remettre de dégâts si graves, à la fois physiques et émotionnels. Matteo a seulement hoché la tête, ses yeux ne quittant jamais le visage pâle d'Elisa. Il l'a regardée allongée là, ses cheveux bruns foncés étalés sur l'oreiller blanc, ses lèvres roses à nouveau, mais toujours étroitement fermées, ses yeux clos comme si elle était perdue dans un rêve lointain. Il s'est demandé de quoi elle rêvait. Rêvait-elle de son fils? Était-elle quelquewhere sans douleur, sans trahison, sans homme cruel comme son ancien mari et comme lui-même? Le matin du 3e jour, quand le premier rayon de soleil a glissé à travers les rideaux et a rempli la pièce, Matteo a vu les cils d'Eliza trembler. Il s'est redressé, son cœur battant violemment dans sa poitrine. Elle s'est agitée légèrement, ses lèvres bougeant comme si elle essayait de dire quelque chose. Puis lentement, très lentement, ses yeux se sont ouverts. Des yeux bleu-gris ont fixé le plafond avec confusion, puis ont progressivement retrouvé leur concentration. Eliza a cligné des yeux plusieurs fois, essayant de comprendre où elle était. Elle a vu le haut plafond avec des lustres en cristal, des murs de couleur crème ornés de peintures coûteuses, des rideaux de velours rouge profond. Ce n'était pas sa misérable chambre louée. C'était le domaine Raichi. Elle a essayé de s'asseoir, mais son corps était trop faible, ses mains tremblant, alors qu'elle ne parvenait pas à la soutenir. Puis elle a tourné la tête et s'est figée lorsqu'elle a vu Matteo Raichi assis à côté de son lit. Le patron de la mafia ne ressemblait en rien à la dernière fois qu'elle l'avait vu. Sa barbe était rasée depuis plusieurs jours, ses yeux cernés par le manque de sommeil, ses vêtements froissés comme s'il les avait portés pendant des jours. Mais ce qui l'a le plus stupéfaite, c'était ses yeux. Ils n'étaient plus froids et impitoyables comme la nuit où il l'avait jeté dehors, mais remplis de douleur et de remords. « Où suis-je » a demandé Eliza, sa voix de jour de silence. « Pourquoi suis-je ici » Matteo n'a pas répondu tout de suite. Au lieu de cela, il s'est lentement levé de la chaise, puis a fait quelque chose qu'Eliza n'aurait jamais imaginé qu'il ferait. Il s'est agenouillé à côté de son lit, la tête baissée, les larges de l'épaule tremblantes comme s'il portait le poids du monde entier. « Eliza, je suis désolé, » a dit Matteo, sa voix profonde et brisée par l'émotion. « Je me suis trompé. J'ai cru un traître et je vous ai jeté dehors comme une criminelle. Vous avez sauvé la vie de mon fils et je vous ai traité comme un déchet. Je suis un monstre. Je ne mérite pas votre pardon. Mais je devais quand même dire, je suis désolé. Que vous l'acceptiez ou non. » Eliza a regardé le redouté patron de la mafia, agenouillé à son chevet, incapable d'en croire ses yeux. C'était l'homme que tout Chicago craignait. L'homme qui tuait sans ciller, l'homme qui détenait le pouvoir de vie et de mort sur des milliers, et il était agenouillé devant elle, une femme de ménage n'ayant rien d'autre que des mains calleuses et un cœur brisé. Mais Eliza n'a pas pensé à ça. Elle n'a pas pensé aux excuses, n'a pas pensé aux nuits où elle avait failli mourir dans sa misérable chambre, n'a pas pensé à l'injustice qu'elle avait endurée. Elle n'a pensé qu'à une seule chose. « Comment va le bébé ?» Eliza a demandé anxieusement. « Léo va bien? Lui est-il arrivé quelque chose? »
Matteo a levé la tête, ses yeux s'écarquillant de surprise. Elle venait de survivre au bord de la mort. Elle avait été jetée dans la rue comme une criminelle. Elle avait failli mourir de fièvre et d'épuisement. Et la première chose qu'elle a demandé n'était pas à propos d'elle-même, mais à propos de son fils. « Léo n'a pas mangé depuis que vous êtes parti », a répondu Matteo, sa voix épaisse d'émotion. « Il refuse tout. Le médecin dit qu'il s'affaiblit en s'affamant. Il a besoin de vous, Eliza. Il n'a besoin que de vous. » Des larmes ont inondé les yeux d'Eliza et ont coulé sur ses joues émaciées. Elle a essayé de s'asseoir, son corps encore faible, mais sa volonté plus forte que jamais. « Emmenez-moi à lui, » a-t-elle dit, sa voix tremblante mais ferme. « S'il vous plaît, emmenez-moi à lui tout de suite. » Matteo s'est levé et a doucement aidé Eliza à descendre du lit. Elle n'avait pas la force de marcher, alors il l'a soulevée dans ses bras, avec précaution, comme s'il tenait quelque chose d'inestimable et de fragile. Il l'a portée à la chambre d'enfant où bébé Léo gisait à peine en vie dans son berceau, une ligne intraveineuse attachée à sa minuscule main. Quand Eliza l'a vue, elle s'est effondrée en sanglots. Elle a tendu la main et Matteo a compris, la plaçant dans le fauteuil à bascule à côté du berceau. Eliza s'est penchée et a soulevé bébé Léo avec des bras tremblants. Il était beaucoup plus léger que la nuit où elle l'avait sauvé. Sa peau pâle et si translucide que de minuscules veines bleues étaient visibles en dessous. Mais quand il s'est installé dans les bras d'Eliza, un miracle s'est produit. Ses yeux se sont ouverts et l'ont regardé, et ses minuscules lèvres ont commencé à bouger, cherchant. Il l'a reconnu. Il s'est souvenu de sa chaleur. Eliza a pleuré et a souri en même temps, le tenant contre sa poitrine et l'allaitant comme cette première nuit. Léo s'est accroché immédiatement, avide et fort, comme s'il avait attendu ce moment pendant des jours. Matteo s'est tenu dans l'embrasure de la porte, regardant la scène avec des larmes aux yeux. Il a vu son fils revenir à la vie dans les bras de la femme qu'il avait failli détruire. Il a vu un miracle se dérouler devant lui. Et il savait qu'il ferait n'importe quoi, absolument n'importe quoi, pour protéger ces deux personnes pour le reste de sa vie. Une semaine s'est écoulée dans un calme fragile et emprunté. Eliza est restée au domaine Riachi pour s'occuper de bébé Léo. Non plus comme une servante, mais comme une invitée d'honneur du maître de maison. On lui a donné une chambre privée juste à côté de la chambre d'enfant. De nouveaux vêtements, des repas appropriés, c'est tout ce dont elle avait besoin. Bébé Léo s'est rétabli avec une vitesse miraculeuse. Il tétait régulièrement, dormait paisiblement et a commencé à rire à gorge déployée chaque fois qu'Elisa le tenait. Matteo venait souvent à la chambre d'enfant, se tenant silencieusement dans l'embrasure de la porte, les regardant tous les deux avec une expression qu'Eliza ne pouvait déchiffrer. Il ne parlait pas beaucoup, pourtant sa présence la faisait se sentir en sécurité d'une manière qu'elle ne pouvait expliquer. Mais la paix n'a jamais duré. Carlo Benedetti a réalisé que son complot avait été exposé lorsque Veronica a disparu. Il savait que Matteo le traquerait. Alors il a choisi de frapper en premier. La 7e nuit, alors que tout le domaine dormait, l'enfer est descendu. La première explosion a tonné depuis le portail principal, aiguë et violente, déchirant la nuit tranquille. Puis des coups de feu ont éclaté, rapides et implacables, comme si une armée entière prenait d'assaut le domaine. Eliza a sursauté, son cœur battant sauvagement dans sa poitrine. Elle a entendu des cris, des bruits de pas, du verre brisé. L'instinct de survie a pris le dessus, et elle s'est précipitée directement dans la chambre de Léo. Le bébé criait de terreur, son minuscule visage rougi, ses petites mains s'agitant dans l'air, cherchant protection. Eliza l'a ramassé et l'a serré fortement contre sa poitrine, une main protégeant sa tête comme si son corps pouvait arrêter des balles. La porte s'est ouverte brusquement et Tony a fait irruption, arme à la main, le visage tendu. « Suivez-moi maintenant », a-t-il ordonné d'urgence. « Benedetti attaque, le patron se bat en bas. Je dois vous emmener, vous et le petit maître, dans la pièce sécurisée. » Eliza n'a pas réfléchi.
Elle a serré Léo et a couru après Tony à travers les couloirs assombris. Les coups de feu se sont rapprochés. Elle a entendu des balles frapper les murs, des hommes crier, du verre exploser. L'odeur de la poudre et du sang s'est répandue dans l'air. Elle n'avait jamais rien vécu de tel. Elle n'était qu'une femme ordinaire, une mère qui avait perdu son enfant, une survivante de la violence domestique. Elle ne savait rien des guerres de gang, des armes à feu, de la mort qui rôde dans chaque ombre. Mais elle savait une chose. Elle protégerait le bébé dans ses bras à tout prix. Tony l'a conduite à une pièce cachée dissimulée derrière une bibliothèque dans la bibliothèque. Il l'a poussée à l'intérieur et lui a pressé un pistolet dans la main. « Restez ici et ne sortez pas, quoi qu'il arrive », a-t-il dit rapidement. « Si quelqu'un qui n'est pas des nôtres entre, tirez. » Puis il est parti. La porte cachée s'est refermée, laissant Eliza seule dans la petite pièce avec Léo pleurant et le poids froid du pistolet dans sa main. Elle s'est enfoncée dans un coin, dos au mur, tenant Léo contre sa poitrine. Elle a doucement chanté la berceuse qu'elle chantait à son propre fils, sa voix tremblante mais régulière, essayant de le calmer au milieu des coupes de feu à l'extérieur. « Chut, mon amour, tout va bien », a-t-elle murmuré, des larmes coulant sur ses joues. « Maman est là. Maman ne laissera personne te toucher. Je jure que je te protégerai. » Dehors la pièce sécurisée, Matteo a combattu comme une bête acculée. Un pistolet dans sa main droite, un poignard dans sa main gauche. Il s'est déplacé à travers le grand hall avec la précision et la brutalité d'un homme habitué à tuer. Les hommes de Benedetti affluaient de toutes les directions, mais il les a abattus un par un sans ciller, sans hésitation. Le sang a éclaboussé les murs, les sols en marbre, son coûteux costume. Il s'en fichait. Il ne pensait qu'à Eliza et Léo dans la pièce sécurisée. Tout ce qu'il avait à faire était d'empêcher l'ennemi de les atteindre. Une balle a déchiré son épaule gauche, le sang trempant sa chemise. Il a chancelé mais n'est pas tombé, les dents serrées. Continuant à combattre, un des hommes de Benedetti l'a attaqué par derrière. Matteo a pivoté et a tiré à bout portant dans la poitrine de l'homme. Le corps est tombé et Matteo l'a enjambé comme un déchet jeté. La bataille a duré plus d'1 heure. Quand le dernier coup de feu s'est estompé, le grand hall du domaine Ritchie était devenu un champ de bataille. Les hommes de Benedetti gisaient éparpillés partout, le sang s'accumulant sur le sol en marbre. Tony a rapporté que Carlo Benedetti avait fui quand il a réalisé que ses forces perdaient, mais il n'échapperait pas longtemps. Matteo a hoché la tête puis a chancelé vers la bibliothèque. Sa blessure à l'épaule saignait toujours, mais il s'en fichait. Il avait besoin de savoir qu'Eliza et Léo étaient en sécurité. Quand la porte cachée s'est ouverte, Matteo a vu Eliza recroquevillée dans le coin, serrant Léo fermement, le pistolet tremblant toujours dans sa main. Elle l'a regardé, les yeux rouges d'avoir pleuré, remplis d'un immense soulagement quand elle a vu qu'il était vivant. « Tu vas bien ?» a-t-elle demandé, sa voix se brisant. « Tu es blessé. » Matteo s'est agenouillé devant elle, une main tendue pour toucher sa joue, l'autre brossant doucement la tête de Léo. Le sang dégoulinait de son épaule sur le sol. Mais il a souri, le premier vrai sourire qu'Eliza lui ait jamais vu. « Je vais bien », a-t-il dit, sa voix avec épuisement pourtant chaude. « Tant que vous êtes tous les deux en sécurité, c'est tout ce qui compte. » Après cette nuit horrible, tout a changé. Earlo Benedetti a été traqué et éliminé par Tony et son équipe juste 3 jours après l'attaque, mettant fin à la plus grande menace pour la famille de Ritchie. Le domaine a été réparé. Les trous de balles dans les murs ont été bouchés. Les sols en marbre, autrefois trempés de sang, ont été récurés et polis. Mais ce qui avait changé à l'intérieur des cœurs ne pouvait être effacé. Matteo n'était plus le patron de la mafia froide et distant qu'il avait été autrefois. Il a commencé à passer du temps avec son fils, apprenant à le tenir, à le bercer pour qu'il s'endorme, à changer les couches. Ses mains, autrefois habituées à tenir des armes, maintenant maladroites comme celles d'un enfant,
apprenant à marcher pour la première fois. Eliza se tenait à ses côtés, le guidant. Et chaque fois que leurs mains se frôlaient par accident, en lui passant un biberon ou en installant Léo dans le berceau, elle sentait un frisson courir le long de sa colonne vertébrale. Elle a essayé de l'ignorer. Qui était-elle pour même penser à l'amour avec le patron de la mafia, le plus puissant de Chicago? Elle n'était qu'une femme qui avait perdu son enfant, survécu à la violence, et n'avait rien d'autre que des mains usées et un cœur brisé. Mais Matteo ne la laissait pas se voir ainsi. Il a commencé à prendre le petit déjeuner avec elle et Léo chaque matin, assis à la tête de la longue table dans l'élégante salle à manger. Pourtant, ses yeux étaient toujours sur elle. Il lui demandait des nouvelles de sa vie, des rêves qu'elle avait autrefois, des livres qu'elle aimait lire, de ses fleurs préférées. Il l'écoutait pendant des heures sans jamais sembler s'ennuyer ou être impatient. Un soir après que Léo se soit endormi, Matteo a invité Eliza dans le jardin pour regarder les étoiles. Ils se sont assis sur un banc de pierre sous la treille de rose, le clair de lune se répandant sur son visage, et Matteo ne pouvait détourner le regard. Elle lui a parlé de son passé, d'avoir grandi orpheline dans des foyers d'accueil, des années où Ryan l'avait battue, du minuscule fils qu'elle avait perdu. Elle a pleuré, et Matteo a pris sa main, n'a rien dit, est simplement resté à ses côtés comme un rocher solide dans la tempête. « Vous méritez d'être aimée, Elisa », a dit Matteo quand elle s'est finalement calmée. Sa voix basse et chaude d'une manière qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. Vous méritez une famille, un foyer, quelqu'un qui vous protégera jusqu'à son dernier souffle. Eliza l'a regardé, ses yeux bleu-gris scintillants sous le clair de lune. Elle voulait le croire, mais elle avait peur. Elle avait été blessée trop de fois. Elle avait fait confiance à Ryan et avait reçu des coups en retour. Elle avait essayé de bien vivre et avait rencontré la perte. Elle ne savait pas si elle avait encore le courage d'ouvrir son cœur une fois de plus. Dans les jours qui ont suivi, Matteo a attendu patiemment. Il ne l'a pas pressé, il n'a rien exigé. Il est simplement resté à ses côtés et a prouvé par ses actions qu'il avait changé. Il s'est progressivement retiré du côté violent du monde souterrain, remettant le contrôle à l'oncle Franco, passant plus de temps avec sa petite famille. Il a engagé des tuteurs pour qu'Eliza puisse apprendre ce qu'elle avait manqué enfant. Il l'a emmenée faire du shopping, non pas pour des robes somptueuses dont elle n'avait pas besoin, mais pour des livres, beaucoup de livres, parce qu'il savait qu'elle aimait lire. Il a transformé la pièce vide à côté de la sienne en une petite bibliothèque privée juste pour elle. Eliza a ressenti la sincérité dans le moindre de ses actes. Le mur qu'elle avait construit autour de son cœur a commencé à se fissurer, une brique tombant à la fois avec chaque sourire qu'il lui donnait, chaque regard doux qu'il lui lançait quand elle ne le regardait pas, chaque moment où il jouait avec Léo et la regardait comme si elle était son monde entier. Un après-midi, qu'ils étaient assis dans le jardin à regarder Léo apprendre maladroitement à ramper sur une couverture étalée sur l'herbe, Eliza a instinctivement posé sa tête sur l'épaule de Matteo. Il s'est figé, craignant de bouger et de la surprendre. Puis lentement, il a enroulé un bras autour de ses épaules, la rapprochant. Ils sont restés assis ainsi en silence, regardant Léo rire à gorge déployée, et ils savaient tous les deux que quelque chose avait changé pour toujours. L'amour n'arrivait pas comme le tonnerre ou les tempêtes. Il venait doucement comme le soleil du matin, chaud et doux, se glissant dans les blessures et les guérissant de l'intérieur. 6 mois se sont écoulés depuis cette nuit terrifiante, et le domaine Raichi n'est plus le lieu froid et ombragé qu'il était autrefois. Le rire de bébé Léo résonne maintenant dans les couloirs. Les berceuses d'Eliza s'échappent doucement de la chambre d'enfant, et les pas pressés de Matteo peuvent être entendus chaque fois qu'il rentre du travail. Tout a changé, et l'amour est ce qui a tout changé. Un après-midi de fin d'automne, alors que le coucher de soleil peignait le jardin en or, Matteo a conduit Elisa dehors, disant qu'il voulait qu'elle voie la tonnelle de roses nouvellement plantée.
Eliza portait bébé Léo avec elle, ne se doutant de rien. Mais au moment où elle est entrée dans le jardin, elle s'est figée d'incrédulité. Des centaines de bougies bordaient l'allée, leurs flammes vacillant comme des étoiles tombées dispersées sur la terre. Des pétales de rose rouge profond couvraient la pelouse verte, formant la forme d'un cœur massif. Et au centre de ce cœur, Matteo était agenouillé sur un genou, tenant une boîte en velours rouge avec un diamant étincelant à l'intérieur. Eliza, dès l'instant où vous êtes entrée dans ma vie, tout a changé, a dit Matteo, sa voix tremblant d'émotion. Quelque chose qui n'était jamais arrivé à l'ancien patron impitoyable de la mafia. J'ai vécu toute ma vie dans les ténèbres. Mes mains étaient tachées de sang. Mon âme était enfouie dans les ombres. Je n'étais digne de personne. Mais vous m'avez montré que même l'obscurité peut trouver son chemin vers la lumière. Vous avez sauvé mon fils quand j'ai échoué en tant que père. Vous m'avez sauvé quand je ne savais plus aimer. Vous m'avez donné une raison de vivre, de changer, de devenir un homme meilleur. Des larmes coulaient sur les joues d'Eliza, tandis qu'elle serrait Léo contre sa poitrine, à peine capable de croire ce qu'elle entendait. Elle, une femme orpheline enfant, abusée par son mari pendant 3 ans, qui avait perdu son fils nouveau-né, qui autrefois récurait les sols pour des pièces de monnaie, était maintenant demandée en mariage par l'homme le plus puissant de Chicago. Je ne vous demande pas de m'aimer pour l'argent ou le pouvoir. Matteo a continué, ses yeux gris fixés sur elle avec une profonde dévotion. Je vous demande de me donner la chance de vous aimer chaque jour, de vous protéger jusqu'à mon dernier souffle, d'être le père de Léo et le père de tous les enfants que vous voudrez avoir. Eliza Monroe, voulez-vous devenir ma femme, la mère de mon fils et la lumière de ma vie? Eliza s'est effondrée en sanglots, non pas de chagrin comme tant de fois auparavant, mais d'une joie écrasante. Elle a hoché la tête, sa voix s'étranglant, tandis qu'elle prononçait les 2 mots les plus simples et les plus sacrés. Je le veux. Matteo s'est levé, a glissé la bague en diamant sur son doigt tremblant et a serré la mère et l'enfant dans ses bras. Bébé Léo a ri à gorge déployée, ses minuscules mains tapotant la joue de son père comme s'il offrait ses félicitations. Le mariage a eu lieu 1 mois plus tard, non pas une cérémonie somptueuse avec des milliers d'invités, comme on pourrait s'attendre d'un patron de la mafia, mais une célébration intime dans le jardin avec seulement leurs proches les plus chers présents. Eliza portait une robe d'un blanc pur, ses cheveux bruns foncés relevés, un bouquet de roses rouges profonds dans ses mains. Elle ressemblait à un ange, et Matteo ne pouvait détourner les yeux d'elle une seule seconde. Quand il a embrassé sa mariée devant tout le monde, bébé Léo a applaudi et ri dans les bras de Martha, comme s'il comprenait qu'il avait enfin une vraie famille. 1 an après le mariage, le domaine Ritchie a accueilli un nouveau membre. Eliza a donné naissance à une belle petite fille et l'a nommée Isabella d'après la défunte femme de Matteo comme un acte de souvenir et de gratitude. Matteo a tenu sa fille au nouveau-né, a regardé sa femme allongée dans le lit d'hôpital avec un sourire fatigué mais radieux, puis a regardé Léo avec curiosité, observant sa nouvelle petite sœur, et il savait que sa vie était enfin complète. Le domaine qui était autrefois froid débordait maintenant des rires d'enfants. L'homme qui tuait autrefois sans ciller passait maintenant des heures à lire des contes de fées à ses enfants. La femme qui autrefois récurait les sols dans l'humiliation était maintenant la maîtresse respectée de la famille. Ils se sont trouvés dans les ténèbres et ont marché ensemble vers la lumière. Cette histoire nous enseigne que l'amour peut venir des endroits les plus inattendus, que la vraie famille n'est pas définie par le sang, mais construite par l'amour, que même les âmes les plus sombres méritent la rédemption si elles sont prêtes à changer, et que la gentillesse, le sacrifice et le pardon ont le pouvoir de guérir chaque blessure. Eliza a tout perdu. Pourtant, elle n'a jamais perdu son cœur compatissant. Matteo avait tout. Mais ce n'est que lorsqu'il a rencontré Eliza qu'il a compris ce que la vraie joie signifiait vraiment. Si cette histoire a touché votre cœur, veuillez vous abonner à notre chaîne.
Aimez et partagez cette vidéo avec les gens que vous aimez afin qu'ils puissent écouter des histoires significatives comme celle-ci chaque jour. Nous serions ravis de savoir ce que vous avez ressenti après avoir regardé cette histoire. Croyez-vous que l'amour peut changer une personne? Avez-vous déjà rencontré quelqu'un avec un cœur aussi gentil que celui de Liza? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Nous sommes vraiment impatients d'entendre ce qu'il y a dans votre cœur. Souhaitant à tous ceux qui regardent cette vidéo une bonne santé, une vie joyeuse, une famille heureuse et la paix chaque jour. Merci d'être avec nous. Au revoir et à la prochaine vidéo.